15 faits époustouflants sur le Cambodge. Le pays le plus unique d'Asie, documentaire de voyage. Numéro 1. Faits intéressants sur le Cambodge. Dans de nombreuses régions du monde, atteindre l'âge adulte signifie faire son service militaire. Mais au Cambodge, les jeunes hommes suivent souvent un parcours supplémentaire. En plus du service national, on attend d'eux qu'ils passent plusieurs années, généralement entre 3 et 6, à vivre dans un monastère bouddhiste. Cette période n'est pas seulement religieuse. Elle est largement considérée comme une étape essentielle du développement personnel. La vie au sein d'un monastère initie les jeunes hommes très tôt aux enseignements bouddhistes et les façonne à travers la discipline, l'humilité et un profond respect des autres. Beaucoup pensent que cette base morale précoce explique pourquoi les Cambodgiens sont souvent décrits comme doux, sincères et directs dans leurs interactions quotidiennes. Dans les zones rurales, cette confiance est particulièrement visible. Les récoltes sont parfois laissées à sécher dans des champs ouverts, avec très peu de crainte du vol, une situation impensable dans de nombreux pays. Et pourtant, le Cambodge révèle aussi un contraste frappant. Alors que la vie de tous les jours semble paisible, l'entraînement de ses forces de sécurité est réputé extrêmement dur. Les futurs policiers doivent endurer des épreuves physiques et mentales extrêmes. Certains exercices consistent à rester debout pendant des heures sous une chaleur intense, tout en subissant des coups répétés, afin de mesurer la tolérance à la douleur, la concentration et la résistance. Ce processus exigeant est considéré comme une préparation nécessaire à la pression du terrain. Les traditions familiales cambodgiennes sont tout aussi particulières. Contrairement à la plupart des sociétés d'Asie du Sud-Est, les enfants héritent généralement du nom de famille de leur mère, reflet de l'influence historique du matriarcat dans le pays. Cette tradition se prolonge dans les coutumes du mariage. Il est courant qu'un mari s'installe chez la famille de son épouse, plutôt que l'inverse. L'éducation au Cambodge suit elle aussi des chemins peu conventionnels. Autrefois, les familles qui ne pouvaient pas payer les frais de scolarité apportaient de la nourriture en guise de paiement. Aujourd'hui, certaines communautés acceptent des déchets recyclables, comme des bouteilles en plastique ou des canettes en métal, à la place des frais de scolarité. Ce système aide les enfants défavorisés tout en réduisant la pollution. Même certains cafés ont adopté une idée similaire, permettant aux clients d'échanger des déchets collectés contre des boissons. Enfin, peu de choses marquent autant les visiteurs que la culture de la street food au Cambodge. Même si les plats à base d'insectes peuvent choquer les étrangers, les grillons frits, les grenouilles séchées et les larves sautées sont des aliments du quotidien, vendus ouvertement dans la rue et dégustés comme une partie normale de la vie locale. Numéro 2. Choc culturel en arrivant au Cambodge. L'une des premières surprises que vivent de nombreux voyageurs au Cambodge, c'est son usage inhabituel de la monnaie. Le pays fonctionne avec 2 formes d'argent en même temps, le riel local et le dollar américain. Ce système double peut dérouter les nouveaux arrivants car certains endroits n'acceptent que les dollars, d'autres préfèrent les riels, et très souvent, vous payez en dollars, mais recevez votre monnaie en riel, ce qui rend les calculs rapides, presque indispensables dans les marchés et les petites boutiques. Et ce n'est que le début. Un détail qui déconcerte vraiment les visiteurs, c'est la réticence locale à accepter le billet américain de 2 $. Donner ce billet provoque souvent des sourires polis, des hochements de tête négatifs et une demande pour une autre coupure. La raison derrière cette réaction est étonnamment pratique. Même aux États-Unis, le billet de 2 $ est rarement vu. Il est imprimé en quantité très limitée et est davantage associé à un usage commémoratif ou de collection qu'aux transactions quotidiennes. Comme les dollars américains arrivent au Cambodge principalement grâce au tourisme et au transfert d'argent depuis l'étranger, les petites coupures comme 1, 5 et 10 $ sont beaucoup plus familières. À cause de sa rareté, de nombreux Cambodgiens ne sont pas sûrs que le billet de 2 $ soit authentique ou même valide. Certains préfèrent éviter tout risque, tandis que d'autres associent le chiffre 2 à la division ou à la malchance dans les affaires, ce qui rend ce billet encore moins apprécié. Dans les grands hôtels ou les commerces orientés vers les touristes, il peut encore être accepté, mais souvent il est rapidement redonné à quelqu'un d'autre. Dans les marchés locaux, les petites boutiques et les zones rurales, il est presque toujours refusé. Une autre surprise culturelle
apparaît lorsqu'on essaye de trouver une adresse. Contrairement aux villes occidentales, de nombreux quartiers cambodgiens ne suivent pas un système de numérotation clair. Au lieu de numéros de rue officiels, les directions sont données à partir de repères. Par exemple, près d'un temple, en face d'un café ou derrière un bâtiment bien connu. Cela reflète la façon dont beaucoup de zones résidentielles se sont développées naturellement au fil du temps, sans planification urbaine centralisée. Les temples jouent un rôle central dans ce système, car ils sont des points spirituels et communautaires essentiels. Les habitants les utilisent donc souvent comme référence lorsqu'ils donnent des indications. C'est pourquoi se fier uniquement aux cartes numériques peut être peu fiable. Les chauffeurs de tuk-tuk qui parcourent ces rues chaque jour sont souvent les guides les plus précis pour les visiteurs. En explorant des villes comme Phnom Penh ou Siem Reap, vous remarquerez peut-être aussi des miroirs et des statues de Bouddha décorées de lumières LED colorées dans les cafés, les restaurants et les maisons. Même si cela peut sembler décoratif ou étrange aux yeux des étrangers, cela porte une signification spirituelle profonde pour les Cambodgiens. La lumière réfléchie est censée repousser l'énergie négative et attirer la paix, la chance et la protection, renforçant l'harmonie au sein du foyer grâce à la présence lumineuse des statues de Bouddha. Numéro 3. Des pays aux coutumes de mariage uniques. Au Cambodge, un groupe ethnique suit une tradition de mariage qui surprend beaucoup d'étrangers. Chez les Krayong, qui vivent dans le nord-est montagneux, les parents construisent une petite maison séparée pour leurs filles lorsqu'elles atteignent l'adolescence. Cette structure, appelée la maison d'amour, joue un rôle central dans la façon dont les jeunes femmes choisissent leur futur partenaire. Lorsqu'une fille atteint la puberté, généralement entre 15 et 18 ans, elle emménage dans cette hutte, juste à côté de la maison familiale. À partir de ce moment, elle est libre d'inviter, le soir, n'importe quel garçon qui l'intéresse à lui rendre visite. Ils discutent, passent du temps ensemble et décident peu à peu s'ils sont réellement compatibles. Si elle ne ressent aucune connexion, la relation s'arrête simplement, sans critique ni pression de la part de la famille ou des anciens du village. Ce processus peut durer des mois, voire des années, jusqu'à ce que la jeune fille rencontre quelqu'un avec qui elle crée un véritable lien. Ce n'est qu'à ce moment-là que les deux familles s'impliquent et que les discussions de mariage commencent. Ce qui rend cette coutume remarquable, c'est que toute la décision repose sur la femme. Du choix de la personne qu'elle laisse entrer dans la maison d'amour jusqu'à la décision de savoir si et quand le mariage aura lieu. Une autre tradition, moins connue, existe dans certaines zones rurales du Cambodge. Avant le mariage, les filles sont censées savoir fumer. Fumer de fortes cigarettes traditionnelles roulées à la main est considéré comme un signe de maturité, d'endurance et de force émotionnelle. Certaines filles commencent à apprendre dès 6 ou 7 ans, car les familles pensent que l'expérience de l'amertume les prépare aux difficultés de la vie conjugale. Dans certaines communautés, une femme qui ne sait pas fumer peut être perçue comme mal préparée au mariage ou comme manquant de résistance. Les hommes peuvent même y voir un signe de faiblesse ou une rupture avec la tradition. Et au-delà de cela, le Cambodge possède aussi un signal visuel pour annoncer qu'une jeune femme est prête à se marier. Lorsqu'une fille atteint l'âge du mariage, souvent vers 16 ans ou plus, les familles accrochent des rideaux ou des tissus roses à l'entrée de leur maison. Ces rideaux annoncent discrètement au village qu'une jeune femme est prête à se marier. Les familles ayant plusieurs filles peuvent en accrocher plusieurs en même temps et retirer chaque rideau seulement lorsqu'une fille se marie. Si ces traditions liées au passage à l'âge adulte et au mariage vous ont surpris, laissez un numéro dans les commentaires et voyons combien d'autres personnes ont été tout aussi étonnées. Numéro 4. Tabou du peuple cambodgien. Au Cambodge, on croit que le timing influence le destin, surtout lorsqu'il s'agit de grandes décisions de vie. Si vous prévoyez de construire une maison, de vous installer ou de lancer une entreprise, consulter le calendrier est indispensable. Si vos projets tombent pendant Pechemben, souvent appelé par les Khmers le mois des morts, la plupart des gens vous conseilleront fortement de tout repousser. Durant cette période, on pense que les esprits des défunts reviennent dans le monde des humains pour rendre visite à leurs descendants, et commencer quelque chose d'important serait inviter la malchance. Certains habitants plaisantent en disant que construire une maison pendant Pechemben
c'est comme inviter tout l'au-delà à assister à votre inauguration. Au-delà du moment choisi, les Khmers accordent aussi une grande importance à la direction dans laquelle on dort. Si vous entrez dans une maison et voyez un lit orienté vers l'ouest, cela peut sembler inquiétant. Dans les croyances cambodgiennes, l'ouest représente le soleil couchant et symbolise la mort. Seuls les défunts sont censés reposer la tête dans cette direction, et une personne vivante qui dort ainsi est censée attirer la malchance sur elle-même. La grossesse est également entourée de tabous très forts. Les familles traditionnelles interdisent souvent aux femmes enceintes de se couper les cheveux, car on pense que cela pourrait affaiblir l'esprit de la mère et avoir un impact négatif sur l'enfant à naître. Certaines conseillent même aux futures mères de limiter l'utilisation du maquillage, de peur d'attirer des esprits jaloux. Même si ces croyances ne sont pas soutenues par la science, de nombreux Khmers les respectent par prudence. Les nouveau-nés sont considérés comme particulièrement vulnérables. Durant les premières semaines après la naissance, les parents évitent souvent d'utiliser le vrai prénom du bébé, car on croit que l'esprit de l'enfant est encore faible. À la place, on utilise des surnoms temporaires comme petit ou des noms d'animaux pour tromper les esprits malveillants. Ce n'est que lors d'une cérémonie officielle de nomination que le vrai prénom est révélé. Même après la mort, les tabous restent très présents. Appeler le nom d'une personne décédée, surtout la nuit ou pendant Pchumben, est évité. Les Khmers pensent que cela pourrait empêcher l'âme de partir ou même la faire revenir, croyant qu'on l'appelle. C'est pourquoi, lors des cérémonies ancestrales, on utilise souvent des références indirectes comme « cette personne » ou « l'esprit », afin de préserver la paix et le respect. Et chez vous, comment cela se passe? Existe-t-il des tabous qui vous semblent encore plus étranges ou au contraire plus fascinants que ceux-ci? Partagez vos idées dans les commentaires pour qu'on puisse les explorer ensemble. Numéro 5. La vie de couple avec des femmes cambodgiennes. Les femmes cambodgiennes sont depuis longtemps admirées dans la région, non seulement pour leur apparence, mais aussi pour leur personnalité. Beaucoup sont connus pour leur silhouette fine, leur peau chaleureuse au ton brun typique de l'Asie du Sud-Est, et leurs traits du visage harmonieux. Pourtant, au-delà de la beauté extérieure, ce qui définit réellement la vie avec une femme cambodgienne est profondément ancré dans la culture, les valeurs et la tradition. Pour comprendre cela, tout commence par les rencontres amoureuses. La société cambodgienne reste plus traditionnelle que dans les pays voisins, comme la Thaïlande ou le Vietnam. La romance est étroitement liée au sérieux et à l'intention sur le long terme, surtout en dehors des grandes villes. Les relations légères et les fréquentations avant le mariage sont beaucoup moins courantes, en particulier dans les zones rurales, où l'engagement a un poids considérable. Pendant la période de séduction, on attend généralement des hommes qu'ils prennent en charge des dépenses, comme les repas, les cadeaux et les occasions spéciales. Dans des centres urbains comme Phnom Penh ou Siem Reap, les mentalités changent lentement et certains couples partagent désormais les frais. Mais cela reste l'exception plutôt que la règle. Quand une relation se dirige vers le mariage, la dot de la mariée devient un élément culturel important. Elle varie généralement entre 1000 et 5000 dollars et peut atteindre des montants bien plus élevés dans les familles plus aisées. Contrairement à des coutumes fixes ailleurs, ce montant est ouvert à la discussion. Les deux familles négocient afin de parvenir à un accord. Cette dot est souvent mal comprise. Elle n'est pas perçue comme l'achat de la mariée, mais comme une contribution aux frais du mariage et à l'avenir du couple. Cependant, épouser une Cambodgienne signifie aussi accueillir sa famille. Dans la culture khmer, les liens familiaux sont essentiels, et le mariage relie des foyers entiers, pas seulement deux individus. En tant que gendre, il est courant de participer à des repas familiaux réguliers, à des rassemblements lors des fêtes, à des cérémonies commémoratives et à une implication élargie de la famille. Pour ceux qui sont habitués à la vie privée, cela peut sembler envahissant. Mais pour les Cambodgiens, cela représente le respect, l'unité et la continuité entre les générations. Après le mariage, les rôles suivent souvent des lignes traditionnelles. Les femmes cambodgiennes gèrent fréquemment les responsabilités du foyer, élèvent les enfants et supervisent les finances familiales. Il est courant que les hommes remettent la plupart de leurs revenus à leurs épouses, en gardant seulement une petite partie pour leurs dépenses personnelles. Ce n'est pas une règle officielle,
mais c'est une pratique familière et largement acceptée. Alors voici une question pour vous. Si vous épousiez une femme cambodgienne, seriez-vous prêt à la laisser gérer toutes les finances? Écrivez le chiffre 2 pour oui ou 0 pour non en commentaire. Numéro 6. Un pays avec peu de personnes âgées. Le Cambodge compte aujourd'hui une population de plus de 17 millions de personnes. Et pourtant, ce qui frappe immédiatement, c'est à quel point le pays est jeune. Plus de la moitié des Cambodgiens ont moins de 25 ans, et l'âge médian est seulement d'environ 26 ans. À titre de comparaison, l'âge médian au Vietnam se situe dans le début de la trentaine. Celui de la Thaïlande est d'environ 40 ans. Celui des États-Unis autour de 39 ans, et celui du Japon près de 50 ans. Ce qui fait du Cambodge l'un des pays les plus jeunes au monde. À première vue, cette population très jeune semble être un avantage majeur. Un grand nombre de jeunes signifie une main-d'œuvre solide et un potentiel de croissance à long terme. Mais derrière cette réalité démographique se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne du Cambodge. Entre 1975 et 1979, le Cambodge a été gouverné par les Khmers rouges, un régime extrémiste dirigé par Pol Pot. Le nom combine Khmer, le principal groupe ethnique du pays, et rouge, symbolisant l'idéologie communiste radicale qu'ils suivaient. Leur objectif était de transformer le Cambodge en une société purement agricole, en supprimant l'argent, les classes sociales et la vie intellectuelle, et en forçant tout le monde au travail manuel. Pour imposer cette vision, le régime a mené des arrestations massives, de la torture et des exécutions. Les intellectuels, les enseignants, les médecins, les moines, les artistes, les citadins, les croyants et les minorités ethniques ont tous été visés. Porter simplement des lunettes ou parler une langue étrangère pouvait être considéré comme une condamnation à mort. En seulement 4 ans, plus de 2 millions de personnes ont été tuées, soit près d'un quart de la population de l'époque. La plupart des victimes étaient des adultes et des personnes âgées, en particulier celles âgées de 30 à 60 ans. Cette perte dévastatrice explique pourquoi, aujourd'hui, seulement environ 4,5% des Cambodgiens ont plus de 64 ans. En termes simples, la population exceptionnellement jeune du Cambodge existe parce qu'une génération entière a presque été effacée. Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre cette période tragique, le film First They Killed My Father, réalisé par Angelina Jolie, offre une perspective puissante et personnelle. Numéro 7. Phnom Penh, la ville du patrimoine. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est la plus grande ville du pays, avec plus de 2 200 000 habitants. Elle est le cœur politique, culturel et économique de la nation, tout en attirant les visiteurs grâce à une architecture et à des monuments profondément ancrés dans l'histoire et l'identité khmer. Au centre de ce patrimoine se trouve le Palais Royal, construit en 1866 et qui sert toujours de résidence au roi du Cambodge. Aujourd'hui, le Cambodge est une monarchie constitutionnelle dirigée par le roi Norodom Sihamoni. Bien que le palais demeure une résidence royale active, certaines zones sont ouvertes au public, notamment la cour intérieure, la salle du trône et la pagode d'argent. Les appartements privés de la famille royale sont strictement interdits d'accès. Si vous voyez le drapeau bleu royal flotter au-dessus du palais, cela signifie que le roi est actuellement en résidence. Les visiteurs doivent s'habiller avec respect lorsqu'ils entrent dans l'enceinte du palais. Les épaules et les genoux doivent être couverts, et les vêtements comme les shorts ou les hauts sans manches ne sont pas autorisés, ce qui reflète l'importance sacrée et nationale du site. À l'intérieur du complexe, la pagode d'argent est l'attraction la plus impressionnante. Son nom vient de son sol, recouvert de plus de 5000 dalles en argent massif pour un poids total d'environ 5 tonnes. Contrairement aux pagodes traditionnelles, elle n'abrite pas de moines. Elle sert plutôt de trésor, conservant des reliques religieuses et des symboles royaux. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer des objets inestimables, dont le Bouddha d'émeraude taillé dans le cristal, symbole sacré de la monarchie, ainsi qu'une statue en or de Maitreya pesant plus de 90 kg, décorée de plus de 2000 diamants, dont l'un fait 25 carats. La pagode expose également de nombreux cadeaux anciens et trésors datant de l'Empire Khmer. Découvrir Phnom Penh se fait idéalement à un rythme lent, que ce soit en tuk-tuk, en taxi, en cyclo ou même à vélo, afin de ressentir le tempo unique de la ville.
Un autre arrêt incontournable est le Musée national du Cambodge, construit au début des années 1920. Plus grand musée historique et culturel du pays, il abrite plus de 14 000 objets, couvrant une période allant de la préhistoire jusqu'à l'apogée de l'Empire Khmer, et offre un récit clair de l'évolution artistique et historique du Cambodge. Phnom Penh est aussi indissociable de l'un des chapitres les plus sombres du passé cambodgien, la période des Khmers rouges. Pour comprendre cette époque, les visiteurs peuvent se rendre à Choen Ek, connu sous le nom des Champs de la Mort, où des milliers de personnes furent exécutées et enterrées dans des fosses communes. Un autre lieu profondément marquant est la prison S21, aujourd'hui le musée du génocide de Tuol Sleng. Autrefois un lycée, elle fut transformée en centre de détention et de torture sous le régime des Khmers rouges. Aujourd'hui, le bâtiment est resté en grande partie intact, avec ses cellules étroites, ses lits de fer et des photographies et documents d'origine. Parcourir ces couloirs offre un aperçu glaçant et profondément personnel des souffrances endurées durant cette période tragique. Numéro 8. L'empire le plus puissant d'Asie du Sud-Est. Peu de gens réalisent qu'entre le 9e et le 15e siècle, le Cambodge se trouvait au cœur de l'un des empires les plus puissants d'Asie du Sud-Est. À son apogée, l'empire Khmer contrôlait plus d'1 million de kilomètres carrés, s'étendant sur de vastes régions de l'actuelle Thaïlande, du Laos et du Vietnam. Sa puissance militaire et son influence régionale étaient si importantes que des archives chinoises anciennes décrivaient les Khmers comme la force dominante du Sud, capable de menacer les territoires continentaux voisins. Le cœur de cet empire était Angkor, à la fois centre politique et religieux, avec Angkor Wat comme symbole le plus emblématique. Le complexe des temples d'Angkor est le plus grand monument religieux au monde, couvrant plus de 1600 km². Angkor Wat fut construit au début du XIIe siècle sous le règne du roi Suryavarman II, d'abord dédié à l'hindouisme, avant de devenir progressivement un temple bouddhiste à la fin du même siècle. En 1992, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, devenant non seulement un symbole national du Cambodge, mais aussi un trésor archéologique mondial révélant les compétences d'ingénierie avancées des civilisations anciennes. Les historiens estiment que la construction a nécessité près de 5 millions de tonnes de grès et qu'elle a pris environ 35 ans. Elle a mobilisé une main-d'œuvre immense d'environ 300 000 ouvriers, ainsi que plus de 6 000 éléphants. Avec les outils disponibles à l'époque, des scientifiques modernes pensent qu'un tel projet aurait dû prendre des siècles. Pourtant, les Khmers l'ont accompli en une seule génération. Même aujourd'hui, les chercheurs restent intrigués. Comment des millions de blocs de pierre ont-ils pu être assemblés avec une telle précision, sans mortier? Cependant, derrière cette merveille architecturale se cache une réalité plus sombre, rarement évoquée. Pour achever Angkor Wat, un très grand nombre de travailleurs, y compris des femmes et des enfants, ont œuvré dans des conditions extrêmes, au cœur de la jungle, avec peu de nourriture et un accès limité aux soins médicaux. Certains archéologues pensent que les ouvriers n'avaient droit qu'à un seul repas par jour afin d'accélérer la construction. Sur les 35 ans de travaux, on estime qu'environ 50 000 personnes ont perdu la vie. Pour financer un projet aussi ambitieux, l'Empire Khmer lançait fréquemment des campagnes militaires contre les régions voisines. En seulement 8 ans, il a attaqué Dai Viet à 3 reprises et a mené des guerres contre le Myanmar et la Thaïlande, capturant des prisonniers et des ressources. Même si le roi Suryavarman II est souvent considéré comme un dirigeant dur, l'héritage qu'il a laissé demeure inégalé. Aujourd'hui, Angkor Wat est l'attraction numéro 1 du tourisme au Cambodge. Les chiffres officiels montrent que près de la moitié de tous les visiteurs internationaux viennent au Cambodge principalement pour vivre en personne l'expérience de cet ensemble extraordinaire. Numéro 9. Un pays pauvre où les voitures de luxe envahissent les rues. L'un des spectacles les plus surprenants au Cambodge, c'est sa circulation. Malgré un revenu annuel moyen d'un peu plus de $2 000, les voitures sont partout. Et ce ne sont pas des véhicules vieux et délabrés. Dans les rues, vous verrez très souvent des marques comme Mercedes, Lexus et Toyota Land Cruiser, des noms généralement associés à la richesse aux États-Unis ou en Europe. Ce qui rend la scène encore plus inattendue, c'est la façon dont ces voitures sont utilisées.
Dans certaines régions, une Lexus peut servir à transporter de l'herbe pour le bétail ou à déplacer des marchandises du quotidien. D'un point de vue statistique, sur 10 foyers, environ 3 ou 4 possèdent une voiture, un chiffre étonnamment élevé pour un pays en développement. Ce phénomène s'explique en grande partie par la politique fiscale souple du Cambodge concernant les véhicules. Les taxes d'importation sont bien plus faibles que la moyenne mondiale et le gouvernement impose très peu de restrictions sur l'importation de voitures d'occasion, quel que soit leur âge ou leur quantité. Résultat, des véhicules qui coûtaient autrefois des dizaines de milliers de dollars à l'étranger peuvent être importés après plusieurs années d'usage, remis à neuf localement, puis revendus pour seulement quelques milliers de dollars. Quand les prix des voitures descendent à ce niveau, la possession d'un véhicule n'est plus réservée aux plus riches. Même des familles aux revenus moyens et des travailleurs ordinaires peuvent, de manière réaliste, s'offrir une voiture. Malgré tout, le véritable roi des routes cambodgiennes reste la moto. Avec environ 6 à 7 millions de motos utilisées chaque jour, le Cambodge se classe parmi les pays d'Asie du Sud-Est ayant la plus forte densité de motos par rapport à sa population. Des vieilles motos transportant des familles entières aux scooters modernes et élégants, se faufilant dans la circulation, la variété semble infinie. Le port du casque, surtout pour les passagers, n'est pas toujours strictement appliqué, et rouler sans casque reste courant. Aux côtés des motos, les tuk-tuk jouent également un rôle essentiel dans les déplacements. Ces véhicules à 3 roues sont à la fois pratiques pour les habitants et emblématiques pour les touristes. Les tarifs sont rarement fixes, ce qui rend la négociation presque inévitable. Beaucoup de chauffeurs servent aussi de guides informels, partageant des histoires, des indications et des conseils locaux tout au long du trajet. Dans les zones rurales, la circulation devient encore plus atypique. Des camions surchargés de passagers comme des bus en mouvement, des charrettes tirées par des bœufs traversant les routes et des motos tirant de longues remorques. Ce sont des scènes ordinaires. Au Cambodge, tout ce qui a des roues peut devenir un véhicule. La circulation peut paraître chaotique avec peu de discipline de voie et de nombreux dépassements, et pourtant elle se déroule d'une manière étonnamment calme. Les klaxons sont rarement utilisés, les tensions restent faibles et les disputes sont peu fréquentes. Les Cambodgiens ont tendance à céder le passage avec patience, créant une culture de la route qui semble désordonnée en surface, mais profondément paisible au cœur. Numéro 10. Le paradis des arnaques en Asie du Sud-Est. Ces dernières années, le Cambodge s'est vu attribuer un surnom controversé par des internautes du monde entier. Scambodia, une fusion entre scam, arnaque et Cambodge. Même si ce n'est pas une appellation officielle, elle reflète une inquiétude grandissante, mise en avant dans des rapports des Nations Unies et de grandes organisations internationales qui identifient le Cambodge comme l'un des principaux foyers de fraude en ligne et de travail forcé en Asie du Sud-Est. Selon Human Rights Watch, depuis 2021, des dizaines de milliers de personnes venant de pays comme le Vietnam, la Chine, les Philippines et la Malaisie ont été trompées et attirées au Cambodge avec la promesse d'emplois très bien payés. Une fois sur place, beaucoup découvrent une réalité bien plus sombre. Leurs passeports sont confisqués, leurs déplacements restreints et elles sont contraintes de travailler dans des centres d'arnaque. Celles qui n'atteignent pas les objectifs peuvent subir des menaces, des violences physiques ou même être revendues à d'autres groupes criminels. Interpol estime que les arnaques liées à ces opérations détournent chaque année des centaines de millions de dollars. La plupart des centres d'arnaque se présentent comme des entreprises technologiques légitimes ou des bureaux de services clients. De l'extérieur, tout paraît professionnel et banal, mais à l'intérieur, ils fonctionnent comme de véritables usines à fraude organisée où des centaines de personnes sont forcées de travailler de longues heures. Les arnaques commencent généralement par la création d'un lien de confiance. Les travailleurs se font passer pour des amis, des partenaires amoureux, des conseillers en investissement ou du personnel bancaire, gagnant lentement la confiance de leurs cibles. Certaines escroqueries reposent sur de fausses relations amoureuses qui durent des semaines, voire des mois, avant que les victimes ne soient convaincues de transférer de l'argent. D'autres utilisent des plateformes d'investissement fabriquées de toutes pièces, affichant de faux profits pour encourager des dépôts plus importants. Avant de disparaître,
une fois les fonds sécurisés. Ces groupes évoluent en permanence, déplaçant leurs opérations vers des pays voisins comme le Laos, le Myanmar ou les Philippines pour échapper aux forces de l'ordre. Sous une pression internationale grandissante, le gouvernement cambodgien a pris des mesures visibles pour faire face au problème. En 2023, des opérations coordonnées avec des autorités étrangères ont entraîné la fermeture de plus de 100 centres d'arnaque présumés, le sauvetage de milliers de victimes et la mise au jour de plusieurs réseaux criminels. De nouvelles réglementations sur les visas, un contrôle renforcé des entreprises dirigées par des étrangers, ainsi qu'une coopération accrue avec les agences internationales font désormais partie d'un effort plus large pour freiner ces crimes. Le problème reste complexe et profondément enraciné, mais ces actions marquent une tentative significative de s'attaquer à l'un des défis les plus inquiétants du Cambodge moderne. Numéro 11. Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce de la région. Le Cambodge abrite également le Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, souvent décrit comme le cœur du pays. Ce qui rend ce lac vraiment unique, c'est un phénomène naturel rare appelé inversion saisonnière du courant. Un processus observé dans très peu d'endroits sur Terre. En temps normal, l'eau du Tonlé Sap s'écoule par la rivière Tonlé Sap et rejoint ensuite le Mekong, le grand système fluvial qui traverse le Cambodge et une grande partie de l'Asie du Sud-Est continentale. Mais pendant la saison des pluies, tout change. Lorsque le niveau du Mekong augmente de façon spectaculaire, la pression venant de l'aval force la rivière Tonlé Sap à inverser totalement son sens de circulation. Au lieu de vider le lac, la rivière repousse d'immenses volumes d'eau vers le Tonlé Sap, ce qui fait s'étendre le lac jusqu'à plusieurs fois sa taille de saison sèche. Les vastes plaines inondables et les zones humides qui l'entourent sont submergées, transformant le paysage en un écosystème aquatique d'une richesse exceptionnelle. Lorsque la saison sèche revient et que le niveau du Mekong baisse, la rivière reprend son cours normal, permettant à l'eau du lac de s'écouler à nouveau vers le fleuve et rendant les terres à l'agriculture. Cette inversion annuelle déclenche la saison de reproduction des poissons la plus productive de l'année. La montée des eaux transporte des sédiments, des œufs de poissons et de jeunes poissons depuis le Mekong vers le lac, créant des conditions idéales pour la multiplication de centaines d'espèces. Résultat, le Tonlé Sap est la plus grande source de poissons d'eau douce en Asie du Sud-Est, produisant environ 300 000 à 400 000 tonnes de poissons chaque année, ce qui représente jusqu'à 60% de l'approvisionnement en poissons d'eau douce du Cambodge. Au-delà de son importance écologique, le Tonlé Sap abrite aussi plus d'1 million de personnes. Beaucoup vivent dans des maisons sur pilotis le long des rives, et pendant la saison des pluies, lorsque le niveau de l'eau monte, des villages entiers semblent flotter doucement sur le lac. De loin, la scène peut rappeler Venise, mais de façon bien plus brute et intime. Fait intéressant, de nombreux habitants de ces villages flottants ne sont pas ethniquement cambodgiens. Une grande partie sont des familles vietnamiennes qui ont migré dans la région pendant les années 1950, dans un contexte de conflits régionaux. À l'époque, elles n'étaient pas autorisées à s'installer sur la terre ferme, mais pouvaient vivre sur l'eau. Au fil des décennies, ces communautés se sont étendues jusqu'à former plus de 170 villages flottants dispersés sur le lac, créant un mélange culturel unique, façonné par la vie sur l'eau. Numéro 12. La politique du monopole. Le système politique du Cambodge est considéré comme l'un des plus controversés d'Asie du Sud-Est. En théorie, le pays est une démocratie multipartite, avec une constitution, un parlement et des élections régulières. En réalité, les forces d'opposition sont presque absentes, ce qui rend ce modèle difficile à comprendre pour de nombreux observateurs étrangers. Le Cambodge fonctionne comme une monarchie constitutionnelle, avec un roi qui sert de chef d'État symbolique. Le monarque actuel est le roi Norodom Sihamoni, tandis que le véritable pouvoir exécutif est depuis longtemps exercé ailleurs. Pendant plus de 38 ans, le Premier ministre Hun Sen et le Parti du peuple cambodgien, connu sous le sigle CPP, ont contrôlé presque tous les aspects du système politique, des institutions gouvernementales jusqu'au Parlement. Même si les élections continuaient d'avoir lieu et que plusieurs partis étaient officiellement autorisés, diverses mesures ont été utilisées pour affaiblir ou éliminer les opposants politiques. En 2017,
le Parti du sauvetage national du Cambodge, le plus grand groupe d'opposition à l'époque, a été dissous par la Cour suprême, accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement. Depuis, les élections manquent de véritable compétition, et le Parlement fonctionne en grande partie comme un organe à parti unique. La concentration du pouvoir a atteint son sommet en 2023, lorsque Hun Sen a annoncé le transfert du poste de Premier ministre à son fils, Hun Manet. Même si la transition a suivi des procédures légales, le fait que le pouvoir soit passé au sein d'une même famille a soulevé de sérieuses questions sur la véritable nature de la démocratie au Cambodge, y voyant une forme de pouvoir héréditaire sous la structure d'une république. Numéro 13. Une nation pleine de ruses. Le sport national du Cambodge est un art martial traditionnel appelé Bokator. Né à l'époque de l'Empire angkorien, le Bokator servait autrefois à entraîner les soldats, avec des techniques inspirées des mouvements d'animaux comme les tigres, les serpents, les oiseaux et les crocodiles. Pendant de nombreuses années, cet art ancien a failli disparaître. Jusqu'à ce qu'il soit relancé et officiellement reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel en 2022. Pourtant, à peine un an après cette reconnaissance, le Bokator est devenu, de façon inattendue, le centre d'une grande controverse régionale. Le Cambodge a accueilli la 32e édition des SEA Games, le plus grand événement sportif d'Asie du Sud-Est, et a pris une décision audacieuse. Pour la première fois, le Muay Thai, discipline historique des SEA Games, a été retiré et remplacé entièrement par le Bokator. Cette décision a déclenché de vives réactions dans la région, surtout en Thaïlande, un pays traditionnellement dominant en Muay Thai. Le Cambodge a également été critiqué pour avoir aligné un grand nombre d'athlètes naturalisés dans plusieurs disciplines. Dans le même temps, plusieurs sports ou d'autres nations excellent habituellement, comme le pancak silat, le wushu, l'escrime et certaines épreuves d'athlétisme, ont été réduits ou supprimés. Ces changements ont conduit de nombreux observateurs à penser que le pays hôte remodelait volontairement la compétition pour favoriser ses propres athlètes. Historiquement, les performances du Cambodge aux SEA Games étaient modestes, avec une moyenne d'environ 10 médailles d'or par édition. À titre de comparaison, la Thaïlande remporte généralement environ 78 médailles d'or, tandis que le Vietnam affiche une moyenne d'environ 70 médailles d'or par jeu. Face à des rivaux aussi puissants, organiser l'événement offrait au Cambodge une opportunité rare. Lors de la 32e édition des SEA Games, le pays a obtenu un résultat sans précédent, remportant un record de 81 médailles d'or, le total le plus élevé de toute son histoire. Malgré la controverse, le Cambodge a aussi établi un précédent positif en devenant le premier pays hôte des SEA Games à couvrir intégralement les frais d'hébergement et de déplacement de toutes les délégations participantes, une décision largement saluée dans la région. Numéro 14. Des lieux mystérieux au Cambodge. Koh Ker est l'un des sites archéologiques les plus débattus du Cambodge, notamment à cause des phénomènes inexpliqués qui lui sont associés. Situé au cœur de la jungle du Nord, Koh Ker a brièvement servi de capitale à l'Empire Khmer au Xe siècle. Au centre se dresse Prasat Thom, un temple en forme de pyramide de plus de 30 mètres de haut, dont l'orientation inhabituelle constitue l'une des grandes énigmes du site. Au lieu de suivre l'alignement traditionnel est-ouest ou nord-sud que l'on retrouve dans la plupart des structures khmer, Prasat Thom est incliné d'environ 15 degrés. Des équipes de relevés utilisant des boussoles ont signalé à plusieurs reprises un comportement erratique de l'aiguille. Et pourtant, les études géologiques ne révèlent aucun grand dépôt métallique ni formation magnétique pouvant l'expliquer. Pourquoi un centre politique et religieux aussi important a été conçu selon cet étrange alignement reste à ce jour sans réponse. Un autre mystère concerne les immenses statues de pierre qui remplissaient autrefois Koh Ker. Les preuves archéologiques confirment que des centaines de figures sacrées, dont beaucoup pesaient plusieurs tonnes, étaient placées ici. Aujourd'hui, presque toutes ont disparu. Et pourtant, aucun indice clair de transport n'existe. Il n'y a ni trace de traînage, ni rainure de glissement, ni plateforme de chargement adaptée à une jungle épaisse et à un terrain irrégulier. Certaines bases contiennent encore des goupilles fixées, indiquant que les statues sont restées en place longtemps avant de disparaître. La manière dont ces énormes blocs de pierre ont été retirés d'une zone aussi isolée, avec la technologie de l'époque, demeure inconnue.
Le deuxième lieu mystérieux est Phnom Kulen, une chaîne de montagnes au nord-est de Siem Reap, considérée comme le berceau de l'Empire Khmer. Ici se trouve un autre phénomène inexplicable, lié à la rivière Kebal Spion. Sous l'eau, des milliers de lingas et de symboles de Vishnu ont été découverts, sculptés directement dans le lit de la rivière et s'étendant sur des centaines de mètres le long du courant. Le défi, c'est que la plupart de ces gravures ne sont visibles que pendant la saison sèche, restant immergées le reste de l'année. Cela soulève des questions sur leur fonction, puisqu'elles n'ont clairement pas été conçues pour être facilement observées. La répartition des sculptures à Kebal Spion défie également les schémas khmers habituels. Certaines sections sont densément couvertes de lingas, tandis que d'autres présentent des images horizontales de Vishnu dans le courant. Une composition rare dans l'art khmer. Fait remarquable, de nombreuses gravures se trouvent dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, même lorsque l'eau est basse. Cela suggère que les artisans anciens travaillaient directement sous la rivière, sur des surfaces glissantes et face à de forts courants, sans laisser de traces de méthodes de dérivation de l'eau, ni d'outils. À ce jour, Khoker et Phnom Kulen conservent tous deux des détails que l'archéologie moderne ne parvient toujours pas à expliquer entièrement, les maintenant parmi les mystères les plus durables du Cambodge. Numéro 15. Le pays à l'économie la plus rapide de la région. Le Cambodge est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde au cours des dernières décennies. De 1995 à 2019, le pays a maintenu un taux de croissance impressionnant, de 8 à 12% par an, soit près de 3 fois la moyenne mondiale. L'un des moteurs de cette ascension est l'industrie textile. Si vous avez déjà acheté un t-shirt chez H&M, Uniqlo ou Nike, il y a de fortes chances qu'il ait été produit à Phnom Penh, à Kampong Spe ou dans une autre zone industrielle cambodgienne. Selon la Banque mondiale, les vêtements ont représenté de manière constante 60 à 70% des exportations totales de marchandises du Cambodge, avec plus de 700 usines employant environ 800 000 travailleurs. Près de 10% de la main-d'œuvre nationale. Le secteur prospère grâce à un salaire minimum bas, d'environ $204 par mois, et à des avantages tarifaires sur les marchés de l'Union européenne et des États-Unis. Cela a permis au Cambodge de s'intégrer profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment dans la mode rapide. Parallèlement au textile, le Cambodge est aussi devenu un centre majeur des casinos en Asie du Sud-Est. Avec les jeux d'argent légalisés, le pays compte désormais près de 200 casinos autorisés, principalement à Sihanoukville et dans les régions frontalières, attirant des visiteurs de Thaïlande, de Chine et du Vietnam, des pays où les jeux sont restreints. En 2019, les revenus des casinos se rapprochaient de 2 milliards de dollars, alimentant une croissance rapide du tourisme, de l'immobilier et de l'hôtellerie. Sihanoukville, en particulier, s'est transformé en une Las Vegas de l'Asie du Sud-Est en moins d'une décennie, remodelant l'économie locale et attirant d'énormes capitaux étrangers. Au-delà de ces secteurs majeurs, le Cambodge reste solide dans l'agriculture, exportant du riz, des noix de cajou et du poivre, et soutenant une industrie touristique qui accueille plus de 6 millions de visiteurs internationaux chaque année. Et sur ce, nous concluons 15 révélations fascinantes sur le Cambodge. Nous espérons que ces histoires vous auront offert une perspective plus claire et plus vivante sur l'un des pays les plus dynamiques et intrigants de la région. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.